Donc bonjour à tous et à toutes. Merci en tout cas de participer aujourd'hui à notre webinaire sur financer son projet socio-sportif. Je me présente. Bon, aujourd'hui je suis masquée, mais une prochaine fois vous verrez mon visage intégral. Je m'appelle Justine, je suis du Parcours 59 et du coup je gère du coup ce programme-là de webinaire ainsi que les podcasts. Ça, je vous en parlerai plus tard. Aujourd'hui, du coup, vous êtes inscrit et inscrite sur le webinaire Financer son projet socio-sportif. Mais avant ça, je vais vous présenter brièvement Parcours 59. Et après, on passera du coup au sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, pourquoi nous, on s'intéresse Parcours 59 à ce sujet? C'est parce que déjà, je ne sais pas si vous connaissez, donc Parcours 59 est situé à Roubaix. C'est une association qui a été créée en 2009 par des pratiquants du parcours discipline urbaine, où l'idée c'est de se déplacer d'un point A à un point B de la plus efficace et rapide possible. Et l'idée principale de ce sport, c'est le dépassement de soi, mais aussi l'expression de soi. On s'intéresse autant à la discipline sportive. Donc ici, on propose des cours pour à partir de 3 ans jusqu'à ce qu'on puisse continuer à faire du parcours. On fait aussi des initiations pour des personnes seniors, pour des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, c'est ouvert vraiment à tous et à toutes. En plus de ça, du coup, on a un pôle socio-sportif et aussi en inclusion. Voilà, c'est ce pourquoi on nous s'est intéressé à la thématique financer son projet socio-sportif. Et pour ça, du coup, on commence par le sujet aujourd'hui. Quel dispositif existe pour soutenir les initiatives en sociosport? Euh, donc voilà, tout simplement. Et ce thème-là, on va l'aborder grâce à nos intervenants et intervenantes du jour, que je vous présenterai juste après. Mais voilà un peu le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Donc, quel financement pour les associations, les financements publics à entrée thématique et les financements selon les territoires d'intervention. On prévoit un petit temps d'échange donc à la fin. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace commentaire. Comme ça, on pourra les aborder à la fin. Mais c'est important de les indiquer en conversation de la réunion. Ça nous permettra de jauger un peu le temps dont on aura besoin pour le temps d'échange. Merci à vous d'avance. Comme vous le savez, avec les masques, on perd un peu le souffle. Donc, je m'excuse d'avance par rapport à ça. Je voulais aussi vous dire que ce webinaire sera enregistré pour des fins en fait de pouvoir garder en fait tous les échanges qu'on aura aujourd'hui et ils seront retransmis sur notre chaîne YouTube. Donc ça, pareil, je vous en parlerai à la fin. Et du coup, je vais laisser la place à nos intervenants et intervenantes. Donc on va commencer. Donc voici les intervenants du jour. Donc on a différents intervenants, Parcours 59 avec notre directeur, l'ABDAS avec Claire, Erasmus+, Jeunesse et Sport avec Titois, et l'UFOLEP, pardon, avec Thibault. On commence par les financements. Donc, quel financement pour les associations? Je vais vous laisser la parole à Julien Dubois. Merci Justine, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On va avoir on va dire, un quart d'heure à peu près pour ce temps de présentation. N'hésitez pas s'il y a des questions à les mettre dans la conversation. Et du coup, à éteindre les micros entre deux. Comme dans le sport, on fait un échauffement avant de se lancer, voilà, un petit échauffement avec quelques chiffres, c'est pas mal pour rappeler des choses que tout le monde certainement connaît, mais qui sont importantes, qui est pour dire que déjà 9 associations sur 10 sont des structures qui fonctionnent sans salariés. 25% des associations en France sont des associations sportives, ce qui représente environ 320 000 structures voilà, au territoire national. On a 85% donc des associations sportives qui sont des associations non employeuses. Le budget moyen d'une association sportive en France est de 57 200 euros. Donc, vous imaginez entre les associations non employeuses et associations sportives employeuses. Oui, vous récupérerez tous les PowerPoints, etc. À la fin du webinaire. Je le précise, je vois que c'est une question importante. Et le budget d'une association, pardon, une association sportive non employeuse, c'est environ 37 650 euros contre 210 000 environ pour une association employeuse.
C'est un contexte pour venir sur quoi? Pour dire que les besoins des associations non employeuses et employeuses peuvent être un petit peu différentes. Souvent, donc peut-être que vous représentez des structures employeuses, peut-être que vous représentez des structures non employeuses. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que vous nous le signaliez dans la conversation pour voir aussi à quel degré on échange. Une association non employeuse, généralement, ses besoins sont dans le fonctionnement courant de l'association. On parle souvent de location d'espace ou la nécessité d'avoir des espaces qui sont des espaces de mairie pour pouvoir fonctionner, la nécessité d'avoir du matériel pour fonctionner, des assurances, les licences. Donc, il y a ces besoins-là. Structuration administrative également. On a quand même besoin d'outils de gestion, de gérer une association, donc avoir des possibilités de créer un budget, d'avoir des documents administratifs de l'association et de travailler potentiellement sur la recherche de financement, même si beaucoup d'associations n'ont pas forcément les moyens RH de pouvoir chercher des financements, qui est un peu le cœur du sujet, et souvent nécessité de professionnalisation de l'encadrement. Souvent, on est une association non employeuse fonctionne par ses bénévoles, forcément, mais souvent elle se pose la question quand même à un moment donné, si elle veut continuer son développement et continuer son action, de pouvoir embaucher en fin de compte, généralement son ou ses bénévoles, pour pouvoir continuer son activité. En tout cas, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, même si souvent ça peut arriver que les bénévoles soient aussi présidents, enfin ceux qui sont sur les actions sont aussi parfois le président. Et donc, il y a nécessité, à certains moments, on peut se poser aussi la question de développer des projets avec un impact social qui nécessite forcément des ressources complémentaires. Donc, une association d'employés fonctionne souvent par des financements qui sont la cotisation de ses membres, qui représentent en moyenne, au niveau national, 42% de ses ressources. Ensuite, on parle de recettes d'activité privée, c'est-à-dire de la prestation, généralement, environ 38% des ressources. Les financements publics peuvent arriver, mais à niveau de 10%, vous voyez, ça commence à être assez faible. Et souvent, elles sont quand même assez fortes dans tout ce qui est dont mécénat, sponsoring, qui représente environ 10% de ces ressources. Le bénévolat est donc le fonctionnement, le principal moteur du fonctionnement de l'association, forcément, puisque ça reste une association non employeuse, qui fonctionne avec des avantages en nature, la mise à disposition de locaux, d'équipements, donc souvent c'est les locaux de la ville, des équipements aussi qu'on peut récupérer. Malgré tout, ce sont aussi des ressources qu'on doit valoriser dans son budget, souvent dans des cases tout en bas des budgets prévisionnels qu'on fait puisque le bénévolat et tout ce qui est avantage en nature peut et doit être valorisé dans les ressources de l'association. Et donc, une association non employeuse a plus de difficultés généralement à aller chercher des financements publics. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va parler après d'entrée territoriale, mais les moyens sont souvent des moyens locaux, des moyens de fonctionnement, on va dire, des associations. Et donc, la nécessité d'aller chercher des financements, souvent, comme je disais, c'était pour faire salarier des éducateurs sportifs. Quelques financements ponctuels, du coup, des financements d'appel à projets locaux, régionaux parfois, des partenariats avec des structures locales ou des fondations peut arriver, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet. Souvent, une association d'employeurs fonctionne d'abord tout avec et pour ses adhérents. Il y a une nécessité, donc pour tout ce qui est perspective d'évolution, vous voyez le tableau, il y a des pistes à chaque fois, donc la diversification des ressources, recherche de subventions locales. On voit que les communes financent environ 61% des associations non employeuses, donc c'est quand même non négligeable. Et il existe des moyens d'aller chercher des financements complémentaires via certains dispositifs que peut être le Fonds de développement de la vie associative, le FDVA. Il y a possibilité aussi d'aller chercher des moyens de structuration avec ce qu'on appelle le dispositif local d'accompagnement qui ici, en tout cas nous dans le Nord, est mené par Nord-Actif, mais je sais que France Actif existe partout en France, donc il y a différentes équipes qui existent partout en France. Donc le DELA, c'est un dispositif qui est gratuit, qui peut être mis à disposition de votre structure aussi. Il y a la mobilisation pour l'aide à l'emploi, donc il y a certains
outils qu'on peut utiliser, qui existent de moins en moins. Hein. Vous voyez, j'aurais dû mettre à jour, puisque j'ai vu dernièrement que les emplois francs, tout ça, c'est terminé en 2024, donc il faut pas le prendre en compte. Mais il existe des aides à l'embauche, il y en existait, il y en existe, il y en a certaines qui sont parties, mais il y en a certainement d'autres qui vont arriver à un moment donné. Donc regardez aussi forcément tout ce qui est aide à l'embauche. La question du financement de la formation, on parlera de Zoco juste après avec Claire, donc je lui laisserai prendre la parole là-dessus. Mais il y a aussi possibilité d'aller chercher des moyens, même quand on est une association non employeuse, des moyens européens comme le Erasmus+, et là je laisserai Titouan intervenir tout à l'heure là-dessus. C'est peut-être la slide. Pour les associations employeuses, forcément, les besoins sont plus importants. Malgré tout, on reste sur des bases de développement également. Les moyens dont on a besoin, bah forcément, aujourd'hui, on parle d'avoir des salariés, donc de payer les salaires. Souvent, une association devient une association employeuse à partir du moment où elle dispose d'un espace de pratique qui lui appartient ou en tout cas qui lui est mis à disposition de manière exclusive, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner du lundi au samedi ou voire au dimanche sans problématique et sans créneau voilà, dans les agendas de la ville. Donc souvent c'est lié à ça. Et donc forcément, qui dit local, qui dit salaire, dit charges supplémentaires, loyer, matériel, assurance, licence. Donc des besoins un peu plus importants, des besoins aussi en fonction support. Une association employeuse va du coup nécessiter peut-être une direction, peut-être des fonctions de communication, des fonctions spécialisées dans le mécénat, sponsoring, vente de prestations, etc., etc. Et ensuite, un conseil d'administration dont il y a un besoin souvent de développer une expertise particulière justement en lien avec les évolutions de l'association. Bien entendu, une association employeuse va déployer, c'est son cœur de sujet, en partie des projets à impact, donc tout ce qui est au niveau du sociosport autour de différentes thématiques. L'intérêt du sport, c'est de traverser plusieurs thématiques, toutes les thématiques et problématiques sociales, santé, inclusion, quartier prioritaire, jeunes, égalité, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, forcément, d'aller chercher des moyens supplémentaires. Donc, dans les moyens et les ressources d'une association employeuse, on a toujours la question des cotisations, de la prestation, mais les subventions publiques commencent à prendre une part plus importante. Alors, j'ai pas mis de chiffre exprès parce qu'en fonction des associations employeuses, c'est beaucoup ou c'est peu. Donc, ça peut être aussi à 10% pour certaines associations, comme ça peut être à 60%, 70% pour certaines autres associations. Donc, les subventions publiques sont vraiment le cœur du sujet, donc il faut aller les chercher. Donc pour ça, il faut avoir des ressources pour aller chercher, il faut connaître les appels à projets qui tombent. Et c'est le but aujourd'hui aussi de notre webinaire, c'est d'essayer d'ouvrir un peu les chakras, on va dire, sur tous ces financements possibles dans le sport et dans le socio-sport, puisqu'il en existe. Il en existe de nombreux, l'Agence nationale du sport, mais pas que. C'est peut être aussi les contrats villes pour des appels à projets plus locaux, la DRAGES, donc l'ARS, donc tout ce qui est au cours de la santé, mais aussi tout ce qui est financement privé, des fondations, des mutuelles, voire des bailleurs sociaux si vous travaillez pardon, sur des quartiers prioritaires. Et encore une fois, les fonds européens sont des vrais leviers également de financement. Alors, pour vous rassurer, l'idée, c'est pas de vous balancer tous les dispositifs qui existent. Par contre, l'objectif, nous, à la fin de ce webinaire, ça sera de vous créer aussi un drive avec différents guides que vous pourrez du coup consulter. On vous le mettra à disposition, ces guides, pour que vous puissiez aussi vous en saisir, vous les approprier. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous à un moment donné si vous avez des questions particulières sur ces choses-là. Peut-être au-delà des financements, il est intéressant aussi de se dire que pour les associations, il existe des outils qui peuvent être gratuits, c'est hyper important. Il existe des logiciels comme Helloasso, que peut-être vous connaissez, qui peuvent permettre de gérer les adhésions, les billetteries, des dons en ligne et des campagnes de financement participatif, un volet qui est assez important aussi de financement. Les outils comme Canva, qui sont des outils de création graphique, sont et peuvent être gratuits sur demande pour les associations. C'est pas négligeable quand on sait combien ça coûte mensuellement. Pour ceux qui sont pas anti-GAFAM, on va dire, mais pour les associations de manière générale, la suite Google est aussi disponible pour toutes les associations, donc qui vous permet d'avoir des adresses mail professionnelles,
qui vous permet d'avoir aussi un nom de domaine, qui vous permet d'avoir voilà, un accès Drive, etc. Et donc, partager des documents ensemble. Donc, c'est assez intéressant. Et ensuite, c'est pas gratuit, mais en tout cas, ça permet, l'accès à Solidatech est gratuit et ça vous permet d'avoir aussi un accès à un certain nombre de logiciels qui sont souvent payants et souvent très chers, comme peut-être AssoConnect, peut-être que vous connaissez en tant qu'association, comme les suites Zoom ou autres, en tout cas les logiciels de visio, conférence, Adobe, la suite Adobe, ou plein de logiciels comme ça, qui sont souvent au moins à 50% du prix que vous pourrez le payer. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'outils, en tout cas d'informations dans sa besace associative, puisque parler de financement, c'est aussi parler d'économie qu'on peut éventuellement faire. Donc, on va pouvoir passer à l'intervention de Claire. Je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Et déjà, je remercie Parcours de m'avoir convié du coup à ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais peut-être présenter l'AFDAS aussi quand même en quelques mots, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc, l'AFDAS, c'est un OPCO, un opérateur de compétences. Donc, en France, il en existe 11. Donc, on fait partie des 11 OPCO qui existent. Donc, l'AFDAS a 31 branches, dont la branche du sport, mais pas que. On a le secteur de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, de la télécommunication, du sport, bien sûr, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc en France, il existe, on a du coup 127 750 structures adhérentes à l'AFDAS et en Hauts-de-France, du coup, un peu plus que 7 000 structures sont adhérentes à l'AFDAS, ce qui fait plus de 20 000 équivalents temps plein en termes de salariés. Donc l'AFDAS a 6 grandes missions. Une des missions principales, voilà, ce pourquoi les OPCO ont été créés, c'est le développement de l'accès à la formation, mais également de promouvoir l'alternance. Je pourrais développer un petit peu juste après. Mais également d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, d'apporter un appui technique aux branches. Voilà, on travaille beaucoup avec nos branches, voilà, pour développer au mieux les offres de formation et voilà, et en fait poursuivre également l'avancement du coup des branches et des métiers de nos secteurs. Et également, la dernière grande mission est d'accompagner la transition écologique. L'AFDAS accompagne également les publics particuliers, artistes-auteurs, intermittents du spectacle, les journalistes pigistes, les sportifs pro et sportifs de haut niveau et les saisonniers, voilà, ce qui concerne potentiellement un peu moins la branche du sport. Et l'AFDAS est présente partout en France. Donc, je vais présenter également rapidement donc, l'alternance. Donc l'AFDAS conseille en fait et accompagne les structures dans le recrutement en alternance. Donc nous, on finance le coût pédagogique de formation en totalité ou en partie en fonction des formations et du code RNCP du coût de ces formations. Et bien sûr, on fait également le relais pour la transmission de l'aide de l'État. Donc l'aide de l'État est transmise par l'ASP, l'Agence des services et des paiements. Donc pour cette nouvelle année, l'aide de l'État est de 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti pour une structure de moins de 250 salariés. Voilà. Et pour toute structure de plus de 250 salariés, on est à 2 000 € d'aide de l'État pour la première année du contrat. Et pour le recrutement d'une personne reconnue travailleur handicapé, l'aide de l'État s'élève à 6 000 €. Voilà, toujours pour la première année du contrat, pour tout contrat signé avant le 31 décembre. Donc voilà, on peut passer du coup à la slide suivante. Et il y a du coup une boîte à outils du coup, que l'AFDAS a mis en place. Voilà, je ne vais peut-être pas tous les présenter, mais voilà, du coup, vous avez accès en cliquant sur les liens, voilà, du coup, suite à la présentation qui va vous être transmise, voilà, à la rubrique dédiée alternance à l'AFDAS, donc qui contient les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, et également le calcul alternance qui vous permet en fait du coup en toute autonomie en fait du coup de définir le niveau de prise en charge pour la formation, le salaire qui va être imputé pour le contrat, et en fait du coup les aides qui peuvent être impliquées pour le contrat, voilà, que ce soit l'aide de l'État ou d'autres aides, voilà, du coup en fonction soit de l'âge de l'alternant ou du coup de sa situation, voilà, s'il est travailleur handicapé ou non. Il y a également du coup la carte apprentissage qui vous permet en fait du coup de définir par mots-clés en fait du coup les CFA qui sont rattachés à la région ou partout en France, du coup de fait que c'est un outil qui existe pour toute la France. Voilà, du coup par mots-clés, voilà, vous pouvez retrouver les CFA avec lesquels l'AFDAS a déjà travaillé. Donc voilà, on a quand même beaucoup de CFA dans la carte apprentissage. Voilà, du coup vous avez toutes les ressources voilà, du coup, qui peuvent
vous accompagner voilà, du coup, dans la mise en place de votre contrat. Et après, voilà, dans tous les cas, l'AFDAS est aussi présente voilà, du coup, pour accompagner par un rendez-vous personnalisé, du coup, s'il y a besoin de plus d'informations. Donc voilà, pour continuer, du coup, on est également voilà, du coup, présent pour les financements d'un éducateur socio-sportif. Donc, en tant que financeur du coup de la formation professionnelle, l'AFDAS intervient dans le cadre des formations pour les 1000 emplois socio-sportifs. Et donc voilà, donc en fait, on contacte, enfin, du coup, les structures nous contactent vraiment pour définir le besoin. C'est vraiment un besoin qui est personnalisé pour chaque structure, mais il y a quand même des grandes thématiques qui sont ressorties, bah, du coup, en fonction des besoins des clubs, voilà, qui ont un éducateur socio-sportif dans leurs effectifs. En fait, nous, ça nous permet de définir un plan de formation en amont et du coup des financements qui peuvent être imputés sur ces formations. Donc voilà, donc là, du coup, à gauche de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a 3 types de financement possibles. Il y a le plan de développement des compétences. Du coup, ça, c'est pour toute structure de moins de 50 salariés, soit 1 400 € pour les structures de moins de 11 ou 2 100 € pour les structures de plus de 11 salariés et moins de 50 salariés. Le plan de formation conventionnel. Ça, pareil, du coup, c'est un second plafond qui est mis en place par la branche du sport. Et ça, du coup, c'est vraiment individuel pour chaque structure. Bah, du coup, c'est en fonction des cotisations des clubs, où là, du coup, on pourra définir la hauteur du coup du plan de formation conventionnel. Et pour cette année, on a également la subvention FSE+, bah, du coup, qui rejoint un petit peu les subventions dont Julien parlait juste avant. Là, bah, du coup, c'est vraiment pour des projets de formation qui se déroule en 2025. Et là, il y a plus de critères. C'est vraiment des formations qui sont 100% en présentiel. Vraiment, voilà, il y aura forcément du coup un dossier à monter voilà, pour le financement FSE. Mais dans tous les cas, voilà, pour avoir, on va dire, un meilleur accompagnement des clubs, on propose des rendez-vous individualisés avec les clubs voilà, pour un meilleur, pour un meilleur accompagnement. Et à la place, on a également un catalogue sport. Voilà, il y a 22 formations pour 11 thématiques, mais voilà, sur ces 22 formations, beaucoup sont des formations vraiment typées sport et du coup qui ne peuvent pas du coup rentrer dans le cadre du coup de la subvention pour les 1000 emplois socio-sportifs. Donc là, du coup, on a vraiment mis les formations qui sont vraiment demandées là du coup par les clubs. On a par exemple la lutte contre la discrimination et les violences avec 2 types de formations possibles, promouvoir la laïcité et lutter contre la discrimination, ou encore prévenir et lutter contre les incivilités et les situations d'agressivité. Voilà, c'est quand même des formations qui reviennent très souvent dans le cadre des emplois socio-sportifs. Et également, du coup, la mise en place de projets. Voilà, du coup, là, il y a différents types de niveaux en fonction du coup de l'avancement de l'éducateur socio-sportif. Et voilà, on s'est quand même rendu compte que c'est des formations qui avaient eu un grand impact voilà, du coup, par rapport à la subvention. Et voilà, on rappelle quand même que c'est là aussi la SDGES hein, qui valide en fait à la fin voilà, du coup, quelle formation peut être éligible sur la subvention. Merci Claire pour cette intervention et tous ces bons conseils. On va passer du coup sur la partie 2, les financements publics à entrée thématique. Du coup, je vais laisser la parole à Thibaut de l'UFOLEP, qui va commencer par nous présenter du coup l'UFOLEP. Merci à toi. Merci Justine, bonjour à tous. Donc Thibaut Dourlan, directeur de l'UFOLEP Nord. Donc très rapidement sur l'UFOLEP, donc c'est la première fédération sportive multisport de France. Donc du coup, moi je travaille pour l'UFOLEP Nord, qui s'occupe du département du Nord plus particulièrement. Ce schéma présente globalement les activités de l'UFOLEP Nord, ce qui fait le lien avec les financements en entrée thématique. En gros, vous retrouverez sur cette diapo toutes les thématiques sur lesquelles on est investi et qui nous permet d'avoir un modèle économique viable. Donc, le sport-éducation, c'est en effet notre principal métier de fédération qui est fédérer des associations, où là, on passe par de la vente d'adhésion, de la création d'événementiels, de compétitions sportives, etc. Le sport-société, c'est là-dessus où je vais me concentrer aujourd'hui sur la présentation, où là, on va vraiment chercher dans les politiques publiques des financements pour répondre vraiment à un besoin. Et la formation, où là, c'est de la formation, on va dire, fédérale pour nos bénévoles, mais également de la formation professionnelle sur des diplômes qui délivrent la carte professionnelle. Donc voilà pour la présentation. Sur les financements publics à entrée thématique, donc pourquoi sortir du cadre sport? Donc là, l'idée, c'est vraiment
moi, quand je suis en recherche de financement, c'est de partir du postulat que le sport est vraiment un outil qui peut être au service d'autres politiques publiques. Donc ça, c'est ce que je dis aussi aux clubs sportifs que j'accompagne, c'est de ne pas se cantonner vraiment au champ du sport. Donc ça, c'est un premier postulat et qui en effet nous permet d'aller chercher plus de financeurs. Donc voilà, je les ai un peu détaillés, il y en a plus que ça, mais ça peut du coup aller vers la santé, l'égalité, la jeunesse, la citoyenneté. Et également, ça permet à nos projets en tant qu'association d'avoir vraiment un impact sur la société et vers des publics qui sont, on va dire, en situation de vulnérabilité. Donc l'objectif commun à tout ça, c'est vraiment de rester dans l'idée d'être sur des projets pluridisciplinaires. C'est-à-dire que tout seul, on va pas réussir à lever des financements qui vont vraiment sortir du champ sportif. Donc ça, c'est également l'objectif commun à tout ça, mais on verra également dans les slides un peu plus tard que cela implique vraiment des différentes choses, notamment sur le fait qu'il va falloir étayer son réseau, alors vraiment sortir du cadre sportif, avoir des outils d'évaluation qui devront être solides, vu que les financeurs vont vraiment demander des retours très détaillés. Et ça posera la question aussi de la formation des équipes sur le terrain et également de l'ingénierie que tout cela implique. Donc voilà. Sur cette slide, je ne vais pas tout détailler parce que Julien il en a déjà dit pas mal. Mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer les thématiques en tout cas à l'UFOLEP Nord, qu'on croise avec le sport. Donc ça va de la santé, l'inclusion, citoyenneté, jeunesse, égalité, environnement. C'est vraiment les grosses thématiques sur lesquelles nous aujourd'hui on est financé. Et après, sur les slides suivantes, je vais vous parler d'autres projets un petit peu plus spécifiques. En tout cas, voilà, il y a un détail sur les différents financeurs possibles, sachant que j'ai mis de mon côté les financeurs qui nous ont déjà au moins financé une fois. Donc voilà, ça fait déjà une liste qui est assez importante. Donc voilà, pour la slide suivante, pour les exemples concrets, là l'idée c'était vraiment de vous détailler un peu l'état d'esprit dans lequel on est quand on monte des projets dans une entrée thématique. Je vais me concentrer sur le sport et santé mentale. Parce que c'est le dernier exemple en date que j'ai vécu au niveau de l'UFOLEP Nord. Donc c'est vrai que la santé mentale aujourd'hui, c'est la grande cause nationale vis-à-vis de la France. Ce qui fait que on a vu, en tout cas nous, sur l'île, on a vu des collectifs se mettre en place avec différents acteurs autour de la santé mentale et notamment autour d'un événement qui sont les semaines d'information sur la santé mentale. Donc avec cette thématique où on est très éloigné du sport, finalement, nous, on a réussi à intégrer ce comité de pilotage, en fait, où on a pu rencontrer des acteurs qui n'avaient jamais entendu parler de l'UFOLEP, qui vont être des acteurs de différents champs d'intervention. Nous, dans ce comité de pilotage, on est les seuls représentants du sport. Donc ça, c'est également important quand on veut diversifier ses financements. C'est ne pas avoir peur de se retrouver seul, c'est-à-dire que nous, tous les projets qu'on met en place, en général, on est un ou deux acteurs du sport. Et parfois, même les autres intervenants peuvent se poser la question pourquoi ils sont présents. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on a à l'UFOLEP, c'est que le sport, c'est toujours un outil au service des autres et qu'on peut toujours trouver un intérêt à mettre en mouvement les personnes. Donc là, sur la santé mentale, c'est vraiment parlant parce que du coup, nous, on a apporté notre approche de la santé mentale via l'activité physique. Et du coup, ça nous a permis d'aller chercher des financeurs qu'on connaissait pas parce qu'ils sont très centrés sur la santé mentale. Et du coup, on a pu aller chercher ces nouveaux financeurs et développer des projets en partenariat avec des nouvelles structures. Donc même si ça reste ponctuel pour l'instant, après, ça pourrait, pourquoi pas, débloquer sur des projets qui vont être un petit peu plus réguliers. Donc sur la slide suivante, comment procéder? Donc
Donc, il n'y a pas de procédé, on va dire, type, hein, mais l'idée là, c'était vraiment de vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel on est quand on essaie de chercher ces financeurs. Nous, on part toujours d'un besoin social. On est vraiment sur le champ du sport-société. Donc, c'est important de partir d'un besoin et vraiment de voir notre activité comme un tremplin. C'est un postulat qui est important d'avoir et qui permet aussi de se justifier quand on va chercher un financeur qui n'a jamais vu d'acteur du sport arriver dans ses dossiers. Donc ça, c'est le postulat de départ. En effet, après, adapter le vocabulaire par rapport à la thématique. Nous, c'est vrai que par exemple, sur la santé mentale ou même sur la santé de manière générale, c'est tellement technique et spécifique qu'il faut quand même commencer à connaître son sujet. Voilà, par exemple, nous, on est financé sur le diabète de manière très spécifique, mais du coup, le diabète, quand on parle de diabète, il y a beaucoup de diabètes, on va dire, différents. Donc voilà, connaître son sujet, s'y intéresser pour pouvoir répondre vraiment de manière efficace à des besoins. S'entourer de partenaires, donc là, c'est surtout quand vous êtes le principal porteur du projet. C'est important de mettre en avant le côté pluridisciplinaire de vos projets. C'est-à-dire que ça va donner du crédit à votre projet. Parce qu'en gros, si on vient sur un projet spécifique, sur une thématique comme l'environnement ou la santé, où le sport n'est pas forcément expert, l'idée, c'est de venir avec d'autres acteurs. Ça vous donne du crédit et ça permet aussi de coporter des projets. Et de bénéficier de l'expérience d'autres acteurs. J'en ai mis plusieurs entre parenthèses, mais moi, un acteur qui est important, c'est les CCAS, parce qu'ils sont engagés sur beaucoup de thématiques. Et c'est vrai qu'ils sont autant sur des publics seniors que sur de l'emploi, que sur les bénéficiaires du RSA, que sur la santé. Et finalement, avec eux, il y a possibilité de cofinancer beaucoup de thématiques et également, eux, inversement, de vous faire intervenir sur des thématiques très variées, sur lesquelles vous n'aurez peut-être pas pensé aller. Mais je sais que par exemple, nous, avec les CCAS, on travaille beaucoup avec les CIDFF et la santé des femmes. Donc voilà comment on intègre l'activité physique sur ces thématiques. Donc voilà, c'est des thématiques que nous, on n'aurait peut-être pas pu aller chercher seuls. Donc voilà, en tout cas, ce point-là, il est important, ça vous donne du crédit vis-à-vis des financeurs. Et le dernier point, donc penser à une évaluation sociale. Donc là, c'est très important parce que quand on va chercher des nouveaux financeurs, on crée un nouveau dossier à chaque fois et c'est un nouveau type d'évaluation qu'on nous demande. Donc, qu'on soit financé par l'ARS, par la politique de la ville, ça va être des évaluations très différentes. Et là, c'est vraiment important d'avoir des outils performants et de vraiment avoir dans vos structures une ingénierie de remonter des données. Donc là, c'est plutôt les équipes terrain. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec nos équipes, on leur demande beaucoup de reporting, même parfois trop, mais on est obligé quand on est financé, de montrer ce qu'on fait, tant sur un côté quantitatif, où là, c'est un peu, on va dire, classique, mais sur le côté plutôt social et qualitatif, où là, on va devoir commencer à aller chercher des outils, des nouveaux outils qui vont vous permettre d'évaluer tout ça. Donc là, je pense qu'on pourra en mettre quelques-uns dans le drive, ça pourrait intéresser les structures participantes. Et un dernier point que j'ai pas mis dans la slide, mais qui m'est venu tout à l'heure, c'était le point de la formation des équipes. Donc en effet, aller chercher des nouveaux financeurs et des nouveaux publics, c'est pas forcément une tâche facile, parce que pour prendre l'exemple de la santé mentale, on va mettre des éducateurs sportifs face à des personnes qui ont parfois subi des grands traumas dans leur vie et on sait que les formations de base universitaires, elles sont pas complètes à ce niveau-là parce que c'est des sujets qui sont très vastes et là aussi se pose cette question-là. Donc nous, notre fédération qui est très engagée sur le sport société, elle a mis en place des formations pour nos éducateurs sportifs qui leur permet en fait de s'outiller sur les cercles de parole qu'on peut mettre en place dans des séances d'activité physique, comment on prend en charge des publics qui vont être dits vulnérables. Donc voilà, on a besoin aussi, si on veut aller chercher tous ces publics et tous ces financeurs, vraiment se former à ce niveau-là pour pas mettre en difficulté les personnes sur le terrain qui vont se retrouver avec des publics qu'un éducateur sportif n'a pas toujours l'habitude d'avoir dans ses séances. Donc là, c'est un point qui est important dans le procédé.
Et pour conclure, sur la dernière slide, donc j'avais noté en effet que le sport touche tous les champs de la société, donc ne pas hésiter à vraiment élargir le champ des possibles. Au niveau des opportunités de financement, j'avais parlé de stratégie publique. Donc c'est vrai que nous, pour faire monter en gamme, on va dire des projets, on n'hésite pas à croiser les publics, c'est-à-dire que sur un gros projet, pour avoir plus de financeurs, c'est-à-dire d'avoir vraiment des séances d'activité qui vont pouvoir intégrer un public très varié. Donc on peut être sur des bénéficiaires du RSA, des personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé, avec des pathologies très précises, mais également avec un public senior, par exemple, où là, les éducateurs sportifs vont être formés pour pouvoir créer des séances d'activité qui vont parler à un nombre de personnes assez important et qui permet sur un même projet d'avoir des financements plus importants, vu qu'on va avoir des publics un peu plus variés qui vont être fléchés sur des financements, on va dire, très, très différents. Donc ça, c'est une stratégie importante. Et au niveau du dernier point, construire des projets utiles. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nous, on part toujours ça paraît évident dit comme ça, mais c'est pas le cas de tous les projets. Mais c'est vraiment de partir d'un besoin identifié sur un territoire identifié. Ce sera beaucoup plus simple pour monter un projet et se justifier vis-à-vis des financeurs avec un diagnostic, par exemple, et d'expliquer pourquoi on vient là, pourquoi on demande telle enveloppe et pourquoi on vient avec d'autres partenaires. C'est parce qu'on part d'un besoin et qu'on est là pour se rendre utile. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci. Merci Thibaut. Je vais laisser la place du coup à Julien. Ouais. Juste tant qu'on est sur l'entrée thématique, faire un focus sur une dynamique que j'espère vous connaissez tous, qui s'appelle les clubs sportifs engagés. Si vous n'y êtes pas, je vous conseille vraiment de le faire et de rejoindre cette dynamique, puisque pour le coup, c'est une dynamique qui est conjointe entre le ministère du Travail et le ministère des Sports, qui a été mis en place juste avant les Jeux Olympiques de 2024. C'est France Travail aujourd'hui qui met en œuvre cette dynamique. Il y a environ un peu plus de 10 000 maintenant clubs sportifs engagés en France. Ce sont donc des structures qui s'engagent en fin de compte à contribuer voilà, à la cohésion sociale, à promouvoir les valeurs positives du sport, enfin, travailler aussi avec sur l'insertion sociale et professionnelle des publics, pour faire assez simple. Pourquoi on fait un focus là-dessus? Parce que aujourd'hui, certains appels à projets sont conditionnés au fait que vous soyez club sportif engagé ou non. Donc, je pense au programme notamment Impact 2024, qui n'est pas accessible si vous n'êtes pas club sportif engagé. Donc, je vous invite fortement à vous renseigner et à contacter les personnes en charge de ces dynamiques, c'est des personnes qui sont en charge au niveau national, et de vous rapprocher, du coup, si vous avez une agence France Travail proche de chez vous, puisqu'il y a des référents aussi sport et sociosport dans les agences, et qui peuvent du coup travailler avec vous justement pour porter des projets à fort impact social sur les territoires. C'était un petit focus parce que je pense que c'était vraiment très important de le faire. Là, moi, je vais continuer sur une entrée plutôt territoriale des financements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à partir des différentes spécificités des publics et des problématiques de territoire. Ça veut dire aussi que par rapport à votre impact territorial, il y a des financements qui sont accessibles à des plus petites structures et d'autres à des plus grosses structures. Donc, si on parle d'échelle, on va partir du quartier pour arriver jusqu'à quasiment l'international, donc en passant par la ville, le département, la région nationale et internationale. Et donc, pour dire qu'il y a différentes manières et différents leviers à aller chercher en fonction du territoire sur lequel vous intervenez ou vous souhaitez intervenir. Donc, si on part du quartier et de la ville, on parle de financement de dispositifs voilà, qui existent. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. N'hésitez pas aussi à ajouter en commentaire si vous le souhaitez des éléments que vous auriez reçus et perçus. Comme ça, on alimentera aussi les documents pour le plus grand nombre. Donc, souvent, subventions municipales directes, des subventions souvent de fonctionnement.
qui existent. Les contrats villes, donc tout ce qui est autour de la politique de la ville, sont des financements qu'on peut aller chercher pour des interventions généralement territoriales à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, voire un petit peu plus, mais au moins à ce niveau-là. Les quartiers d'été sont une dynamique sur d'événements, on va dire, pendant la période estivale. Les budgets participatifs, les fonds d'initiative associatifs, des appels à projets communaux, des fonds de soutien pour les équipements. L'idée, c'est vraiment d'avoir des projets de proximité qui s'inscrivent dans la proximité, des projets pour les QPV. Il y en a qui le disent à juste titre. C'est vrai qu'on n'a pas à signaler. Moi, je suis un peu moins familier de ces choses-là, mais sur les zones rurales, c'est aussi vrai, c'est vrai, aussi important. Pour ceux qui sont dans des collectivités un peu plus éloignées, dans les collectivités de communes, donc il y a certainement des dispositifs. Et merci pour nous rappeler tout ça. Et n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des leviers de financement pour les zones un peu plus rurales. Au niveau du département, on va commencer à revenir sur des thématiques, jeunesse, sport, insertion, handicap, comme on dit tout à l'heure. Il y a aussi des fonds, des fois, qui sont dédiés à la pratique sportive un peu plus de haut niveau. Certains appels à projets qui existent au niveau de la prévention, des appels à projets socio-éducatifs, mais vous pouvez aussi totalement vous inscrire dans les champs du programme départemental d'insertion, donc le PDI, quand vous travaillez sur les questions d'insertion. Il y a des actions d'intérêt local qui peuvent être aussi financées en fonction des départements, bien entendu, ça dépend où vous pouvez. Euh, et des soutiens directs, même si le département finance un petit peu moins. En tout cas, les projets qui sont financés par le département sont les projets éducation, insertion, action sportive en milieu rural, isolé, ça a été dit. Intervention aussi de public en difficulté, la prévention, beaucoup sur la prévention de la jeunesse, puisque c'est aussi une délégation du département, et les allocataires du RSA. Au niveau de la région, on va être sur des différents types d'appels à projets, donc appels à projets autour du sport, de la santé, le sport féminin, c'est aussi des thématiques qu'on a vues tout à l'heure, mais qui sont financées aussi dans le cadre régional. Vous pouvez aussi rentrer par nature associative, vous êtes dans ce qu'on appelle l'économie sociale solidaire. Si vous n'êtes pas familier de ce terme, je vous invite à le découvrir, mais il y a du soutien à l'économie sociale solidaire qui existe. Donc, vous y êtes en tant qu'association par nature juridique. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur ces fonds-là. Il y a aussi de l'aide à l'investissement qui existe en région. Alors, notamment au niveau de la région Hauts-de-France, il y a des possibilités sur l'équipement pour certains bus de transport de personnes, voire de matériel. Donc, ça peut se faire. Des subventions pour la formation, des subventions à des soutiens à la professionnalisation, à l'emploi, qui sont financés, et aussi après d'autres thématiques sur l'insertion, etc. Et je vous invite à vous rapprocher aussi de la région sur les différents champs et différentes possibilités de financement. On arrive au niveau national. Si on en est là, c'est que soit on est une structure très locale qui s'est fait repérer au niveau national parce que vous avez un projet un peu innovant, ou soit parce que vous portez un projet d'envergure nationale. Donc, soit vous avez différentes antennes peut-être sur le territoire, ou soit parce que vous allez dupliquer un modèle ou essaimer un modèle qui a du sens et qui peut être partagé au plus grand nombre. Donc là, encore une fois, il y a différentes, dans une échelle, il y a différentes échelles, c'est un peu bizarre, mais la subvention de l'ANS, l'Agence nationale du sport, peuvent être des projets aussi, des projets de structure plus localisés, mais l'ANS, voilà, il y a des projets sportifs territoriaux, il y a des projets sportifs fédéraux. Et il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, les labels clubs sportifs engagés qui permettent d'aller chercher des moyens nationaux, les aides à l'emploi qu'on a dit tout à l'heure, le fonds de développement de la vie associative. Et ensuite, il y a des appels à projets ministériels, sport, jeunesse, ville, santé. Il y a eu des dynamiques dernièrement de l'ANS, des appels à manifestation d'intérêt, ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt, sur tout ce qui est justement évaluation d'impact et essaimage des bonnes pratiques avec 15 lauréats en France. D'ailleurs, ce webinaire fait partie de ce cadre-là. Donc, 59 s'est fait repérer comme une structure dans ce
dans ce groupe-là, donc qui essaiment des bonnes pratiques au plus grand nombre, et des fondations. Voilà, il faut pas hésiter aussi à solliciter des fondations, des mutuelles, des banques, des structures spécialisées dans le mécénat aussi, de compétences parfois, puisque quand on cherche des financements, c'est bien, mais il y a des structures spécialisées dans le mécénat de compétences et donc qui peuvent vous apporter des compétences complémentaires et voir des structures spécialisées, des fondations spécialisées dans le matériel ou dans le don de matériel comme Decathlon, autres qui peuvent aussi faire des dons de matériel aux structures sportives. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et enfin, on arrive à l'échelle européenne, et après, je passerai la main je passerai la main à Titouan sur notamment le programme Erasmus+, donc je vais pas trop en parler, mais il y a les fonds qu'on appelle les fonds européens. Erasmus, Fonds social européen, le CERF, qui est autour de la citoyenneté, Interreg pour les projets transfrontaliers, FEDER, j'en parle, Horizon Europe, etc., etc. Donc là, on parle de projets européens qui s'inscrivent dans une dynamique européenne jusque, pour l'instant, 2027. Euh, et donc, Titouan parlera juste après du Erasmus plus ce sport. Au niveau international, puisque là on parlait vraiment de l'Europe, mais au niveau international, il y a aussi tout un enjeu de travailler avec d'autres structures dans le monde, notamment par exemple avec l'appel à projet sport coopération décentralisée, qui est sollicitable par les collectivités. Les programmes TEVO qui permettent d'envoyer des volontaires service civique ou des volontaires internationaux dans des structures justement, nous, on travaille par exemple avec une structure à Madagascar dans ce cadre-là, des structures comme Lien de coopération ici en France qui peuvent vous accompagner aussi sur des projets, par exemple avec le Sénégal ou avec d'autres structures pour faire du lien. Et il y a des appels à projets en fait qui existent autour de ces sujets-là. En fait, ils sont très très nombreux. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une liste plus exhaustive possible. Mais ce qui est important quand on arrive à ces dimensions-là, c'est qu'on commence à parler de coopération européenne, internationale, donc on travaille avec les autres, tandis qu'au niveau national, des fois, on travaille en coopération avec d'autres types d'acteurs, soit d'autres structures sportives ou soit des structures, comme disait tout à l'heure Thibaut, spécialisées dans certains domaines. Donc, à partir du national, on commence vraiment à être dans ces dynamiques coopératives. Et donc, quand on est dans la coopération, bah forcément, ça change un petit peu d'angle d'attaque. Et je vous laisse, Titouan, nous faire un zoom sur le programme Erasmus+, pour ces dernières interventions. Merci beaucoup et accessoirement merci beaucoup pour l'invitation de me permettre de faire la focale là-dessus. Donc en effet, dès qu'on parle financement européen, il y a toujours une petite appréhension. Et si je suis là et si c'est vraiment pour vous montrer en fait qu'il y a des appels à projets qui sont très accessibles, très ciblés sur des petits clubs sportifs locaux, petites orgas, jeunesse qui utilisent l'outil sport. Et du coup d'ailleurs j'ai bien aimé ce que Julien a dit sur vraiment l'utilisation de l'outil sport et pas du sport à des finalités compétitives, tout ça, parce que ça va vraiment être les objectifs un petit peu de nos appels à projets. Pour vous donner un petit peu des éléments de cadrage, Justine, je t'invite à slider. Le programme Erasmus+, vous le connaissez, je pense, principalement pour son volet étudiant, avec des mobilités sur un semestre, 2 semestres, d'une fac à une autre, etc. Avec, peut-être que vous connaissez le film L'Auberge espagnole, tout ça. Et en fait, ça s'est vraiment élargi avec d'autres secteurs pour faire en sorte de toucher l'ensemble de la population. Avec donc là, vous voyez tous les secteurs qui apparaissent à l'écran. Et je rebondis à nouveau sur ce que Julien a dit. En fait, en tant qu'organisation sportive, vous êtes également en fait d'autres types d'organisations, par exemple l'organisation de jeunesse, à partir du moment où vous captez un public de jeunes. Donc en fait, vous pouvez tout à fait émarger sur différents secteurs et volets du programme. Aujourd'hui, je vais présenter principalement jeunesse et sport, mais par exemple, si vous travaillez sur l'employabilité par le sport, pourquoi pas éducation des adultes. Là, sur les appels à projets jeunesse-sport, ce qui en général intéresse le plus aux premiers abords les organisations sportives, on est sur des objectifs jeunesse donc qui sont affichés à l'écran, vraiment sur une notion en fait de mettre le jeune au centre, promouvoir la citoyenneté, l'esprit d'initiative, le jeune en fait acteur du monde qui l'entoure, acteur de son club, acteur de son asso, de sa ville, tout ça. Les questions en fait de compétences, comment on le fait monter en compétences, pourquoi pas grâce encore une fois à l'outil sport, les questions d'employabilité et enfin ce que vous pouvez aussi trouver intéressant, les questions en fait entre recherche, pratique, politique, mettre tout ça un petit peu au centre et essayer de faire en fait de la recherche appliquée ou de la politique plus adaptée aux réalités de terrain. Et ensuite sur le volet sport, vous voyez qu'en fait
quand vous prenez un peu ce pan du socio-sport, on est vraiment directement dans ces objectifs-là. Encourager les modes de vie sains pour tout le monde, intégrité pardon, et valeurs dans le sport, inclusion dans le sport, inclusion par le sport, et ainsi de suite. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les questions de performance haut niveau et financement de compétition. Malheureusement, on n'est pas non plus sur du financement d'infrastructures. On est beaucoup en fait sur du financement d'échanges, de coopération, d'échanges de bonnes pratiques, on se rassemble entre pairs, entre homologues, entre organisations qui peuvent se nourrir mutuellement. Et je vais t'inviter à slider. Donc, on a 2 types d'appels à projets. Je vais essayer de rentrer un peu de manière malheureusement non exhaustive parce qu'on manque de temps, mais ce que vous devrez retenir, c'est que vous pouvez me recontacter à la fin pour essayer juste d'explorer ensemble ce qui est faisable avec vos idées, avec vos projets. Mais bon, dans les grandes lignes, on a les mobilités, qui sont vraiment l'idée de dire on a 2 groupes qui se rassemblent, par exemple vos encadrants, vos dirigeants, vos bénévoles, vos salariés, qui vont aller voir un autre groupe, une autre organisation, et où vous allez échanger des bonnes pratiques en fonction de la mobilité, des modalités, des publics ciblés par ça. Il y a différents appels à projets, et on est vraiment sur des projets de petite envergure. C'est vraiment en fait à l'échelle de votre organisation et des personnes qui la composent qu'il va y avoir un enrichissement, une ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres manières de fonctionner, et ainsi de suite. Et ensuite, je rentrerai dans le détail sur un petit cas pratique juste après. Et ensuite, les partenariats, c'est un peu ce que Julien a dit quand il parlait de l'échelle nationale, c'est l'idée de dire, vous faites quelque chose qui est bien, qui pourrait être répliqué, vous avez envie de, par exemple, mettre le doigt sur une problématique que vous trouvez en lien avec l'inclusion d'un public très spécifique, en lien avec l'utilisation de votre sport comme un vecteur de telle et telle valeur, etc. Et en fait, à partir du moment où vous allez créer un livrable qui va pouvoir être utilisable dans d'autres organisations, là, en fait, on a ce qu'on appelle les partenariats. Dans le monde du sport, ils sont assez compétitifs. Dans le monde de la jeunesse, un petit peu moins compétitifs. Et en fait, c'est en fonction de l'objectif que vous allez avoir qui va déterminer un peu le volet sur lequel vous vous positionnez. Mais l'idée, c'est de dire, ouais, on a envie de créer une plateforme, un outil, une méthode qu'on veut pouvoir répliquer, on met ça noir sur blanc et ensuite on l'envoie à tout le monde. Bon, bah, on est plutôt sur le volet partenariat, et ce qui est finançable là-dedans, c'est toute votre méthodologie permettant de le construire, cet outil. Donc, des libertés un peu plus grandes. Dans le monde du sport, le plus accessible, je te remercie Justine, ton timing était excellent. Dans le monde du sport, l'appel à projet qui intéresse le plus, c'est vraiment ce que moi j'appelle la porte d'entrée, parce que il est facile d'accès entre nous, et en fait, derrière, ça permet de rencontrer, de nouer des liens avec une autre organisation qui permettrait éventuellement de se dire, on a des problématiques communes, venez, on crée des partenariats. Mais c'est la mobilité des personnels sportifs. Quand je dis personnel, coach, élu, dirigeant, bénévole, salarié, toutes les personnes qui ont un rôle dans l'organisation qui n'est pas celui de bénéficiaire, de sportifs, de jeunes, tout ça. Et donc, toutes ces personnes-là peuvent partir sur des mobilités. J'ai une slide juste après pour la présenter, mais juste avant, il y en a peut-être une qui s'affiche, qui vous intéresse, c'est les manifestations sportives européennes. Là, malheureusement, je le dis de manière très franche, c'est un appel à projet qui est extrêmement compétitif, aux alentours de 12% de taux de réussite, et c'est sur des méga événements à hauteur de 450 000 euros pour être précis, le montant de la subvention. Donc en fait, on n'est généralement pas forcément dans les dimensions d'événements que vous organisez. Donc voilà, on n'en parlera pas spécialement aujourd'hui. Si vous avez un méga événement qui arrive courant 2027, parce que les délais de traitement sont longs pour celui-là spécifiquement, pour les autres c'est beaucoup plus court, on peut se tenir au courant sans problème et reprendre. Vous faites un petit mail avec la description, je vous envoie les ressources, en cas de rendez-vous, il n'y a pas de souci, quoi. Donc rentrons dans le vif du sujet avec mobilité des personnels sportifs, donc toujours dans l'action clé 1, je t'invite à slider, c'était juste pour le positionnement. Là, j'ai pas mis de slide dessus, excusez-moi, je pensais l'avoir fait. Bon, pour vous l'expliquer, donc mobilité personnelle sportive, en vous donnant un exemple de projet, on a par exemple un club de tennis qui avait envie de développer l'activité paddle. Ils sont partis en Espagne pour aller voir un club de paddle, comment il fonctionnait sur la gestion des terrains, sur l'accueil de groupes, pour faire en sorte que sur les créneaux un peu morts, il y a des choses qui se passent, etc. Ils ont découvert qu'ils travaillaient avec un peu l'équivalent de nos IME, des centres qui accueillent des jeunes avec des besoins spécifiques, etc. Et en fait, ils ont découvert plein de choses sur justement le développement du paddle, avec une organisation qui avait de l'expérience en Espagne,
pour faire monter en compétence leurs éducateurs tennis sur ces questions-là, et ensuite derrière le mettre en place dès qu'ils avaient des besoins, quoi. On a aussi des petits clubs qui nous ont dit, en fait, on a énormément de personnes, on a un club de tir à l'arc qui nous a dit, on a énormément de personnes qui veulent rejoindre, on manque de bénévoles, les bénévoles sont pas assez compétents, ils se sentent pas à l'aise à animer seuls les groupes. En fait, on a envie de les faire monter en compétences. On va partir une semaine avec eux apprendre en fait de leur père auprès d'un autre club, pour faire en sorte justement qu'ils se sentent plus à l'aise, qu'ils commencent à pratiquer, qu'ils se mettent en confiance. Et c'est aussi, si vous êtes des dirigeants d'organisation, un super levier de fidélisation de vos équipes, parce que ça veut dire un voyage tous ensemble, financé par l'Union européenne. Vous allez découvrir des gens qui fonctionnent différemment, donc en termes d'idées, de créativité. Si vous calez ça dans l'été avant le début d'une saison, ça vous permet de vous lancer aussi efficacement. Enfin, il y a plein de manières de s'en saisir. La seule difficulté, c'est de trouver une organisation qui vous intéresse. Et ensuite, derrière, sur le financement, on est sur du quasiment 100%. On n'a pas encore tous les bilans, on ne sait pas trop combien vous dépensez réellement, parce qu'on finance de manière forfaitaire. Et d'ailleurs, avec du préfinancement, dès qu'on vous donne la subvention, on vous donne 80% de la subvention, et jusqu'à ce qu'il y ait un rapport final où on vous donne les 20% restants. Mais voilà, ce qui peut être assez agréable aussi en termes de gestion de trésorerie. Et ensuite, donc ça, c'est plutôt sur les mobilités des personnels sportifs. On a aussi la possibilité de faire des échanges de jeunes. Donc les échanges de jeunes, j'ai pas vu que c'était juste après, encore une fois, j'ai doublé les slides, mais c'est pas grave, je viens du slide encore une fois. Voilà, donc ça, c'était les mobilités des personnels sportifs avec tout ce que je vous ai expliqué un petit peu. Le financement forfaitaire, c'est parfait cette slide-là. Non, je viens du slide juste avant. Le financement forfaitaire, je te remercie Justine, il se décompose en fait par rapport au nombre de personnes, nombre de jours et distance. Donc là, vous verrez sur les slides après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour un projet de 5 entraîneurs qui vont de Vannes, c'est clairement ma ville d'origine, qui vont à Barcelone pendant 5 jours en train, ça fait une subvention qui monte à 9 000 euros, parce que en fait, la décomposition budgétaire, c'est pas vous qui allez nous la faire au moment de la candidature, pas besoin de devis, pas besoin de choses comme ça, et on va vous dire, avec 9 000 euros, il faut que vous soyez en capacité de le faire. Si vous avez du cofinancement, bénéf. Si vous n'en avez pas, essayez de gérer là-dessus. Et si demain, vous dépensez que 7 000 euros et que vous avez 2 000 euros en trop sur le budget, pas de souci, on ne va pas vous le demander. C'est vous qui le gardez. Vous avez été économe, quoi. Donc, c'est assez flexible et assez facile, en fait, d'un point de vue même reporting. Et enfin, on a les appels à projets. Je t'invite à slider, Justine, sur le volet jeunesse. Donc, à partir du moment où vous avez des publics jeunes, pour nous, jeunesse, c'est 13 à 30 ans, donc c'est cool, ça inclut pas mal de personnes, même ceux qui sont un petit peu moins jeunes, comme moi, qui peut me considérer encore jeune grâce à cet appel à projet. Mais celui qui va intéresser le plus, ça va être je t'invite à slider, Justine, ça va être échange de jeunes, où en fait, c'est vos groupes de jeunes, par exemple, votre équipe de moins de 15, moins de 16, si vous travaillez avec des équipes comme ça, qui va rencontrer une autre équipe de, mettons, badminton en Serbie, qui était éligible, où vous allez vous rencontrer un peu comme une petite colo, je le dis très vulgairement, mais c'est pas tout à fait ça, avec un peu de pratique, un peu de jeu, un peu d'atelier, de débat. L'idée, c'est de dire, en fait, vraiment, on met le jeune au milieu, qu'est-ce qu'il a envie de faire, pourquoi il aurait envie de rencontrer, quel intérêt il aurait à rencontrer, en fait, un jeune qui partage sa passion pour telle pratique sportive. Et voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses envisageables de ce point de vue-là, avec une contrainte quand même des mobilités de 5 jours minimum, sans compter le déplacement, et des groupes de jeunes de 16 à 60. Sachant que 16, ça veut dire peut-être 8 de chez vous, 8 de chez eux. Donc voilà. Ou alors 4 de chez vous, 4 d'un autre pays, 4 à 4, ça fait 16. Donc vous voyez un peu le fonctionnement. Donc, à partir du moment, en fait, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez la volonté de travailler à l'extérieur de vos frontières parce que vous pensez que ça peut avoir un intérêt pour vous, il y a très probablement un appel à projet Erasmus qui peut financer ça. Et ensuite, c'est vraiment ma mission, principalement dans les Hauts-de-France, Île-de-France, et je ne sais pas trop d'où vous venez dans votre région, mais est-ce que j'ai un homologue aussi, un collègue qui travaille sur d'autres régions. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez vraiment nous contacter, nous envoyer un petit mail avec votre idée de projet. Nous, on vous prend en rendez-vous, on vous envoie de la ressource. Et ensuite, en termes de temporalité, si vous voulez vous lancer, on est dans des temporalités qui sont excellentes parce que les prochaines dates limites sont le 1er octobre pour des financements qui pourront couvrir des projets qui courent en 2026. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, c'est vraiment le moment. Et soyez créatifs parce que voilà, il faut vraiment que ça réponde à vos besoins, vos objectifs, tout ça, quoi. Et j'en ai à peu près terminé avec ce petit panorama très
peu exhaustif, mais voilà, ça vous permet peut-être d'avoir des idées et de les tester sur le temps d'échange aussi. Merci déjà à tout le monde, à tous les intervenants et intervenantes pour leur intervention justement, très explicites et pleine de bons conseils, je pense, pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui nous suivront sur les différents médias qu'il faut utiliser par la suite. Là, actuellement, je ne vois aucune question par rapport au sujet, qui n'ont pas eu de réponse déjà. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir et poser une question? Alors, on n'en prendra pas beaucoup là aujourd'hui parce qu'effectivement, le temps est un peu limite. Juste peut-être deux, trois. Mais déjà, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir? N'hésitez pas à lever la main afin qu'on puisse vous distribuer la parole. Non. A priori, je ne vois personne. On a bien fait de... En tout cas, n'hésitez pas à même les poser pendant la fin. Comme ça, on les gardera et on les abordera sur le temps des Il y podcasts. a Agnès qui est là. Ah, excusez-moi. Agnès. Agnès. Tu veux intervenir? Oui, vas-y. Ah, on Bon. t'entend pas, Agnès. Non, toujours Non. pas. Ah si, attends, vas-y. Ah non, ça devait être quelqu'un. C'était pas toi. Éventuellement, est-ce que tu peux nous l'écrire en commentaire et comme ça, on le lit juste après? En attendant que Agnès, du coup, nous écrive son message. Dans tous les cas, effectivement, tout l'échange sera visible à nouveau, du coup, sur notre chaîne YouTube Parcours 59. Tout ça, je vous l'enverrai dans tous les cas par la suite. Et ce que je vous disais aussi plus tôt, c'est que là, si vous avez encore des questions, on pourra aussi les aborder lors des podcasts qu'on va faire avec tous nos intervenants et intervenantes. Donc, notre podcast, c'est P2K Podcast, qui est disponible sur beaucoup de plateformes. Pareil, c'est des informations qu'on vous transmettra par la suite. Alors, du coup, Agnès, qui souhaitait nous féliciter pour ce temps très riche. Merci, Agnès. N'hésitez pas à demander aussi à vos fédérations par le PSF, pardon, excusez-moi. Merci et encore désolé pour les mots. Pas de souci, Agnès. Donc voilà, c'est demander à vos fédérations par le PSF. Voilà, Peut-être Thibaut, en fait, c'est ça, c'est le projet sportif fédéral. Je suppose que Agnès fait référence. Oui, c'est ça. En gros, c'est les fédérations ont une enveloppe de l'ANS à répartir dans leur club en tant que tête de réseau. Et chaque fédération a une enveloppe pour ses clubs. C'est le plan sportif fédéral. Plan sportif fédéral, donc PSF. C'est ça, c'est une fois par an. Effectivement, visiblement pour cette année, c'est déjà fait. C'était il y a peut-être 2 mois, je pense, à peu près l'ouverture du dossier. Et donc, ça sera pour 2026, mais pour toutes les structures qui sont, merci, en mars. C'était il y a 2 mois, ça va. Et donc, pour toutes les structures sportives qui ont une fédération, c'est ça, bah, rapprochez-vous de votre fédération pour aussi échanger sur les financements possibles et dans l'enveloppe dont dispose la fédération et les ligues, du coup, sur lesquelles vous. Si. Et- Monsieur alors Bernard, je vais dire plutôt. Oui. Ce sera plus simple. En Allez. fait, je vous ai écrit qu'il y avait aussi les projets aidés par l'ANS PST. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les projets sportifs territoriaux, Ouais. c'est-à-dire que c'est les conférences régionales et financeurs du sport. Donc, c'est en région où ils mettent une ligne de conduite pour déposer les projets et les fédérations donnent plus ou moins leur avis. Mais c'est toujours l'ANS qui est financeur avec quelquefois d'autres partenaires qui sont en région, sur des projets aussi. Donc là c'est comment dire, c'est chaque région qui détermine les aides à projets. Mais sur des sports santé, sur du sport insertion, il y a des aides aussi. Très bien. Donc Agnès nous précisait, Agnès est à la Dragesse, justement, Hauts-de-France. Oui.
Donc sport santé, sport féminin en priorité sur les Oui. sportifs fédéraux, territoriaux, pardon, et que la date limite c'est le 4 juin, donc une réponse incessamment sous peu. Et pour beaucoup aujourd'hui de financement passe par le compte asso, compte associatif. Donc s'il y a des structures qui n'ont pas encore fait la démarche d'ouvrir son compte sur mon compte asso, faites-le. Et d'ailleurs, vous y trouverez la globalité des financements possibles par région, par thématique ou autre. Donc, il y aura aussi une liste de financeurs possibles directement accessibles sur mon compte asso. Et beaucoup de plus en plus de structures passent sur mon compte asso pour le dépôt de dossiers et des bilans, parce que les appels à projets, mais qui dit appel à projet dit bilan, bien entendu, après, comme ça a été dit tout à l'heure. Super, merci Bernard pour cette intervention. D'ailleurs, vous n'êtes certainement pas de la région du Nord, Bernard, Ouais, avec mais votre il y a accent. aussi, quand vous avez parlé tout à l'heure en entrée qu'il y avait au niveau du territoire, qu'il y avait les quartiers et les politiques de la ville, vous avez aussi la politique dans le milieu rural. Oui. Il y a des aides aussi semblables, par exemple pour tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, enfin abordés, qu'on a regardés dans les grandes lignes. C'est important aussi, l'insertion, la santé, c'est aussi croisé. Et vous avez là aussi des aides, quelquefois, des communes, même si elles sont petites, par les CCAS, ou même des communautés de communes qui aident aussi, et bien sûr après des administrations ou d'autres associations comme Mission Locale, entre autres. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, Bernard et Agnès, pour ces compléments d'information. On n'hésitera pas à les ajouter, effectivement, sur le PowerPoint, qu'on vous enverra par la suite. Voilà. On vous enverra du coup un résumé avec le lien du webinaire, les adresses mail peut-être des intervenants d'aujourd'hui, si ça va pour tout le monde, comme ça vous pourrez les recontacter si jamais vous avez des questions. Un lien vers un drive avec quelques guides qui vont vous permettre aussi d'aller farfouiller un petit peu sur les financements possibles. Et je laisse Justine conclure. Alors, effectivement, il m'a devancé parce qu'il y a effectivement une slide. Donc, du coup, je vous donne toute la suite du webinaire. Effectivement, voilà, Julien a très bien décrit que vous aurez du coup le lien vers les vidéos, le lien vers les podcasts, les prochains webinaires, du coup, avec notre prochain webinaire qui est le mois prochain sur la valorisation par les open badges. Donc tout ça, vous aurez plus d'informations autant sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, mais aussi je vous l'enverrai aussi par mail, ainsi que les contacts des intervenants et intervenantes, si tout le monde est d'accord là-dessus, pour que vous puissiez les contacter et avoir plus d'informations. Super. Nous-mêmes, on est disponible. Voici nos contacts à Parcours 59. Voilà pour cette conclusion. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre participation, autant les intervenants que les personnes qui ont écouté ce podcast. Je souhaitais aussi remercier l'ANS qui nous permet de réaliser ce webinaire et ces podcasts aussi. C'est grâce à leur appel à projet qu'on peut mettre aussi en place ce type d'échange et ces rencontres. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci.